viennent perturber en fait cette stabilisation. Et généralement, les mots de règlement sont de deux voies principales. Une voie nationale avec les recours nationaux, avec un recours non juridictionnel décrit par les livres de procédure fiscale envers les administrations fiscales. Et après épuisement de ce recours préalable obligatoire, en ce moment, place est faite au recours juridictionnel. Et pour déterminer donc, le tribunal compétent en la matière, généralement il y a des clauses d'arbitrage. Et c'est généralement le CIRDI qui est visé par les conventions. Et on se retrouve devant les tribunaux arbitraux. Je voudrais, pour ma part, par mon expérience en la matière, relever qu'il y a certaines insuffisances quand même, et certaines limites. À l'analyse, le contrat minier, le contrat de concession est un contrat d'adhésion. C'est une convention type d'établissement qui est fixée par une loi qui est proposée aux sociétés minières qui le concluent. Et les éventuels conflits qui pourraient surgir également et ceux qui pourraient permettre de réfléchir sur les éventuelles réformes, également ce sont les conflits relatifs au prix de transfert. Et en termes de recommandations, rapidement, il faudrait, on va dire, aller au juste équilibre entre la nécessité de faire maximiser les recettes budgétaires par l'État et également la protection des intérêts des investisseurs qui se trouvent super protégés par les conventions internationales, les traités bilatéraux d'investissement et autres. Les clauses de stabilité, quant à elles, gagneraient à être renforcées par des clauses d'équilibre économique. Et réaménager, pour terminer, Madame la modératrice, les mots de règlement des litiges fiscaux, les arbitrages étant longs et coûteux, favoriser d'autres modes de règlement des litiges, notamment la médiation, parce qu'au final, l'État et les sociétés minières sont partenaires et quelque part, elles concourent au développement de nos économies. Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup, chère Nadia, pour cet exposé très complet. Je laisse à présent la parole à monsieur et madame Faye. Merci. Pour cette invitation. Nous allons rapidement vous présenter les règles fiscales applicables aux contrats miniers au Sénégal. Nous allons d'abord présenter les sources de la fiscalité minière au Sénégal. Ces sources-là, il y a des sources internes comme il y a des sources internationales. Pour ce qui concerne les sources internes, nous allons d'abord commencer par la Constitution, parce qu'on parle d'une activité particulière, mais la légalité même de cette activité particulière tire sa source de la Constitution, notamment l'article 67 de la Constitution du Sénégal. En ce qui concerne les lois, la fiscalité minière au Sénégal est régie par une loi de 2003 et son décret d'application de 2004. Il y a également un nouveau code qui a été adopté le 8 novembre 2016, mais ce nouveau code-là n'est pas encore entré en vigueur parce qu'il y a des décrets d'application et des arrêtés d'application qui n'ont pas encore été mis sur pied et en œuvre par la DNG et le ministère des Mines. Normalement, on doit tenir un atelier demain à Saly concernant justement ce nouveau décret portant code minier. Et jusqu'à présent, les deux codes risquent de se superposer. Parce que du fait de la stabilité fiscale, ceux qui avaient des conventions avant la loi de 2016 seront toujours régis par la loi de 2003. Il y a aussi le Code général des impôts. Ce code a, depuis 2012, transposé toutes les dispositions fiscales qu'il y avait dans l'ancien code, du moins dans le code de 2003, pour les rapatrier au niveau du Code général des impôts. Mais du fait de la stabilité fiscale toujours, ceux qui avaient déjà des conventions régies par l'ancien code de 2003 restent toujours soumis par les dispositions fiscales qui étaient dans ce code de 2003.
Les sources internationales, il y a d'abord le règlement UEMOA de 2003, qui est venu tout juste après la loi, le code minier de 2003 sénégalais. Il y a aussi les conventions internationales en matière de non-double imposition. Donc, dans le cadre de cette présentation, nous allons faire une étude comparative entre le code minier de 2003, le nouveau code minier qui va normalement être applicable sous peu, et le code général des impôts. Il y a une fiscalité qui est particulière aux contrats miniers. Ce sont des droits, des prélèvements et des taxes qui sont prévus par le code minier et qui ne sont pas, qu'on ne retrouve pas dans le code général des impôts. Il y a d'abord ce qu'on appelle les droits d'entrée. En ce qui concerne les droits d'entrée, le code minier de 2003 avait prévu principalement trois droits d'entrée. Maintenant, avec le nouveau code, on a une multitude de droits d'entrée parce que c'est en fonction des titulaires. Il y a des droits d'entrée pour les permis de recherche, des droits d'entrée pour les permis d'exploitation, les attributaires de type artisanaux, etc. Pour le code minier de 2000, le code minier communautaire, il n'y a pas véritablement de disposition sur ça. Donc, ce qu'on peut dire ici, c'est que les droits d'entrée fixes ont été entièrement revus en hausse avec le nouveau code minier. Il y a ce qu'on appelle la redevance minière. Dans le code minier de 2003, la redevance minière était à un taux unique de 5%, de 3%, pardon. Avec le nouveau code minier qui va être appliqué, il y a une multitude aussi de droits en fonction de la substance minérale qui est en cause. Donc, comme vous comprenez, le code général des impôts ne prévoit pas ces droits de redevance. Le code minier UEMOA renvoie, pour ce qui concerne l'assiette et les taux, à la législation nationale des États membres de l'UEMOA. Donc, avec le nouveau code, donc le nouveau code de 2016, le paiement de la redevance minière qui était anciennement payé chaque année va être payé chaque trimestre. Le taux de la redevance varie suivant la substance. Le problème de la stabilité pour les entreprises titulaires de titres miniers d'avant réforme va certainement se poser parce que déjà ça se pose. L'assiette de calcul est désormais la valeur marchande et non plus la valeur caromine dans l'ancien code. La redevance superficielle, là aussi le code de 2003 n'en parlait pas. Avec le nouveau code, on a des droits de redevance superficielle. Donc ça, c'est pas prévu ni dans le code général des impôts et le code UEMOA renvoie à la législation interne. Donc ça, c'est une nouveauté, la redevance superficielle au Sénégal. L'exonération fiscale. En phase de recherche, avec le code de 2003, pratiquement tous les exploitants miniers qui étaient en phase de recherche étaient exonérés de tout impôt et droit au Sénégal. Avec le nouveau code minier, comme vous comprenez, il y a une transposition des dispositions fiscales au niveau du nouveau code général des impôts. Donc, le code minier n'en parle pas. Mais si on regarde le code général des impôts, il y a une liste donc, de droits et d'impôts ou de taxes qui sont prévus en matière d'exonération. Et généralement, l'exonération dure 3 ans pour ce qui concerne les titres miniers d'exploitation. Mais pour ce qui concerne les titres miniers aussi de recherche, là on va y revenir, vous avez vu la liste qui est mise sous le code général des impôts. Cette liste-là est presque exhaustive. Donc, à part cette liste-là, même les sociétés qui sont en phase de recherche risquent d'avoir à payer un certain nombre d'impôts. Le code minier UEMOA est assez limitatif aussi, limitatif par rapport aux exonérations. C'est cette liste-là que vous voyez à droite. Exonération en phase d'exploitation. En phase d'exploitation, par rapport au code minier de 2003, il y avait une exonération qui durait sur une période bien déterminée. Par exemple, les sociétés qui avaient des concessions minières ou bien des permis d'exploitation, surtout les concessions minières,
avait des exonérations qui duraient de 7 à 15 ans. Avec le nouveau code minier, ces exonérations ont disparu. Le Code général des impôts ne reconnaît pas du tout d'exonération fiscale pour ceux qui ont des titres miniers d'exploitation, sauf pour cette liste-là que vous voyez, et cette exonération ne peut pas dépasser 3 ans. Le Code minier UEMOA a aussi une liste d'exonérations. Généralement, les exploitants miniers qui ne retrouvent pas d'exonération au niveau du Code général des impôts peuvent se rabattre sur le Code minier UEMOA. Exonération en phase d'exploitation toujours, en matière d'IS. En matière d'IS, avec le Code de 2003, on avait des exploitants qui étaient exonérés pendant 7 à 15 ans. Le nouveau Code minier de 2016 a enlevé ça. Le Code général des impôts dit clairement que les sociétés d'exploitation doivent payer l'IS dès que le bénéfice est réalisé. Par contre, le Code minier communautaire reconnaît cette exonération pendant 3 ans pour les exploitants miniers à partir de la date de première production. La stabilité fiscale, je pense que M. Naya en a déjà parlé. Avec l'ancien code, c'était clairement exprimé. Le nouveau code le reconnaît, malgré tout. Le Code général des impôts qui avait rapatrié les dispositions fiscales la reconnaît également dans l'article 722. Le nouveau Code minier communautaire a repris pratiquement à l'article 17, mais avec beaucoup plus de précision, cette notion de stabilité fiscale. Et je pense que cette question-là a été débattue il y a cela quelques temps, depuis 2013 déjà, où l'autorité fiscale sénégalaise avait fait adopter une nouvelle taxe qu'on appelait la contribution spéciale sur les mines et carrières. Cette contribution-là a été vraiment très combattue par les sociétés minières sénégalaises et je pense que beaucoup de décisions de justice leur ont donné raison du fait justement de ce fondement de l'article 17 du Code minier UEMOA. En matière d'arbitrage, le Code minier parce que l'arbitrage aussi intéresse la fiscalité minière, parce que généralement, tout ce qui concerne les conventions minières, y compris les stipulations d'ordre fiscal, peuvent être mis sur la table d'un arbitre international ou bien même d'un arbitre national. De ce point de vue-là, le Code minier de 2003 ne prévoyait pas spécifiquement l'arbitrage, mais donnait la possibilité aux parties, à travers une clause d'arbitrage, d'insérer ça dans la Convention. C'est la même chose à l'article 140 du nouveau Code qui va être appliqué. Le Code général des impôts, vous le savez, ne précise pas ces matières-là. Le Code minier UEMOA a repris aussi cette possibilité de recourir à l'arbitrage. Donc ça, c'était la première présentation sur le Code minier, sur les activités minières. Pour ce qui concerne le droit pétrolier, la fiscalité est beaucoup plus simple. La fiscalité est beaucoup plus simple moins complexe donc que la fiscalité minière. Pour ce qui concerne les sources, l'activité pétrolière est régie par une loi de 1998 et de manière générale, la législation pétrolière détermine les modalités d'intervention de l'État, les conditions de signature et d'approbation des contrats pétroliers. Concernant les dispositions fiscales, il y a lieu de noter que c'est dans le chapitre 7 et ça concerne uniquement les articles 41 à 49 de la loi de 1998. La fiscalité pétrolière, si on peut la résumer, on peut dire que dans la phase, les exonérations ne concernent que les phases de recherche, prospection et de développement. Mais une fois que l'exploitant pétrolier passe à la phase d'exploitation, il n'y a plus d'exonération. La particularité ici aussi, en matière de fiscalité pétrolière,
réside dans le fait que celui qui exporte ici au Sénégal, ou bien celui qui exploite ici au Sénégal, de même que sa maison mère ou bien sa holding qui se trouve à l'étranger, peuvent bénéficier des exonérations, ce qui est différent de ce qui se passe dans le droit minier. Dans le droit minier, la personne, la société qui se trouve à l'étranger ne peut pas bénéficier d'exonérations ici au Sénégal, parce que tout ce qui est retenu à la source concernant les paiements que la société sénégalaise fait à sa société mère ou bien à une tierce personne doit faire l'objet d'une fiscalité particulière. Et c'est la raison pour laquelle, en matière d'exonération, on distingue bien entre l'exonération qui concerne la taxe qui frappe la société exploitatrice ici au Sénégal et les sociétés tierces qui sont à l'étranger. Donc, en matière de redevance pétrolière, c'est l'article 41, et là, le taux varie entre 2 et 10%. Mais ce taux-là va être fixé par la convention qui est signée par l'État du Sénégal, avec l'État du Sénégal. Il y a également un prélèvement pétrolier additionnel, donc les taux aussi sont déterminés dans la convention. Il y a un loyer superficiel. En matière d'impôt sur les sociétés, bon, ça, il n'y a même pas à dire parce qu'ils sont soumis. Avantages fiscaux en phase de recherche et de développement, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc, ils sont exonérés de tout impôt et taxes, y compris certaines retenues à la source, ce qui est très particulier à la fiscalité pétrolière. Merci de votre attention. Si vous avez des questions. Que ce soit la présentation du rapport de l'OIT, de manière un petit peu pédagogique, par opposer à son propos un éventuel de son droit qui pourrait affecter le contrat qui sont postérieurs à la loi en vigueur au moment. Il faut bien comprendre que la clause de stabilisation répond à un enjeu particulier. C'est des contrats de longue durée, vous l'avez dit, M. le bâtonnier, et l'État a un pouvoir normatif. Et en vertu des droits, parfois même correspondant le contrat du principal objet de neutraliser le risque politique et d'assurer à l'investisseur que les clauses de stabilisation, elles ont une histoire, elles ne découlent pas. Parce qu'en fait, lors des premières sociétés nord-américaines, ont donc imaginé cette clause, changer les règles du jeu, si je puis dire, que l'investisseur pouvait dans le contrat. D'ailleurs, sur les interventions suivantes majeures, et les clauses de Hachi. L'objection de nature à affecter pour la clause de stabilisation, vise un seul risque, c'est le risque qui est en général des événements qui sont extérieurs, plus éclairés. Ce qu'il faut simplement retenir à ce niveau, c'est que la clause de stabilisation, elle est axée sur un risque précis, le pouvoir normatif de l'État. Une fois qu'on a dit l'objet de la clause de stabilisation et son fondement, la question qui va se poser, c'est savoir la validité de la clause de stabilisation. Le problème s'est posé déjà lors des nationalisations libyennes, à savoir, est-ce qu'un État a la faculté de renoncer à son pouvoir d'adopter des textes? Mais ainsi posée, la question était mal formulée car la clause de stabilisation, même si certains auteurs ont écrit, ne vise pas à neutraliser le pouvoir normatif de l'État, mais elle vise à rendre inopposable des changements législatifs. À cette question, les réponses ont été données en des termes clairs. Devant le CIRDI, d'ailleurs, l'une des premières affaires, c'est l'affaire Agip Congo-Brazzaville, à l'occasion de laquelle le tribunal arbitral a dit ces clauses de stabilisation qui ont été librement souscrites par le gouvernement
n'affecte pas dans son principe sa souveraineté législative et réglementaire, puisqu'il les conserve l'une et l'autre à l'égard de ceux nationaux et étrangers avec lesquels ce gouvernement n'a pas pris de tels engagements et qu'elle se borne, dans le cas présent, à rendre inopposable à son contractant les modifications des dispositions législatives et réglementaires liées à l'accord. En l'espèce, le Congo voulait obtenir le fait que la clause n'étant pas valable, il lui était possible d'opposer à son contracteur agile les modifications législatives. Cet argument a été balayé, comme je viens de le dire. Donc aujourd'hui, la question de la validité de la clause de stabilisation devant un tribunal arbitral n'est plus discutée. Bien plus, le droit interne, avec les évolutions libérales du droit pétrolier minier, l'a consacré à tout seigneur tout honneur. L'article 27 du nouveau code minier sénégalais dit ceci. La délivrance d'un permis d'exploitation minière confère au titulaire ayant satisfait à ses obligations les droits suivants. Il en cite une série parmi lesquelles le droit à la stabilité des conditions fiscales et douanières de l'exploitation conformément aux stipulations de la Convention minière. On peut même ajouter à ce niveau qu'il y a également un texte mémoire qui prévoit la stabilité. En conséquence, la validité de la clause de stabilisation sur le plan juridique n'est plus discutée. Toute la question est maintenant de savoir quelle est la forme de cette clause de stabilisation. La clause de stabilisation, comme son nom l'indique, clause, épouse la variété de la rédaction des contrats, les objectifs des parties et bien évidemment l'ingéniosité des rédacteurs. Tout d'abord, celle qu'on a notée classiquement, je dirais historiquement, qui apparaît en premier lieu, c'était la clause de gel intégral, c'est-à-dire la clause en vertu de laquelle l'État s'engage à ne pas opposer à l'investisseur toute modification de l'intégralité de sa législation. À cet égard, vous avez par exemple l'article 7.1 de la Convention d'établissement type du Code pétrolier du Niger qui dit « La République du Niger garantit à la société, pour une durée de 15 ans renouvelable, à compter de l'entrée en vigueur de la présente Convention, la stabilité des conditions générales, juridiques, économiques, financières et fiscales, telles qu'elles sont fixées par la législation et la réglementation en vigueur à la date de la signature de la présente Convention, ainsi que les dispositions de la Convention. » C'est dire qu'il n'y a aucune limitation. Toute matière confondue est couverte et donc l'État ne peut rien faire, tout au moins opposer une nouvelle disposition. Et puis, vous avez une version atténuée de la clause de gel intégral, la clause dite clause de gel intégral assortie d'exception. On la trouve dans une convention minière signée par le Burkina qui dit les dispositions de la convention en force de loi entre les parties et toute disposition législative ou réglementaire existante ou à venir et contraire aux dispositions de la présente convention est inapplicable aux parties et à leurs bénéficiaires de la présente convention. Toutefois, cet engagement ne s'étend pas aux dispositions de notre public, notamment celles relatives aux droits sociaux, aux droits de l'environnement et la sécurité et l'hygiène dans le pays. C'est dire que l'État burkinabé, à la différence de l'État nigérien, considère que oui, il est prêt à garantir à l'investisseur qui ne modifiera pas les règles du jeu, mais considère que les matières que nous venons d'évoquer sont d'une importance telle qu'il ne peut pas prendre un tel engagement. Ça change considérablement l'environnement des choses. Ensuite, vous avez la clause qui est la plus répandue aujourd'hui, c'est la clause de gel limité aux matières fiscales. Ça, vous la trouverez dans une grande série de contrats, la clause en vertu de laquelle la stabilité ne concerne que les matières fiscales et douanières. Moins régulière, mais également prévue, c'est cette fois-ci la clause de stabilisation qui permet à l'investisseur de choisir la loi nouvelle si elle lui paraît plus favorable. On ne peut pas lui opposer les changements ultérieurs, mais si d'aventure il considère que
ces changements lui sont favorables, alors lui peut également se prévaloir de ce changement et dire « je veux dorénavant qu'on applique le nouveau régime ». Tout à l'heure, ce matin, Nadia Bougué a abordé la question en matière fiscale, donc ce n'est pas une clause inconnue, même dans d'autres États. Ensuite, au-delà de la clause de gel qui vise à neutraliser, tout au moins à rendre inopposables les clauses, il y a une seconde distinction qui s'oppose. Parce qu'une fois qu'on a dit neutralisation, est-ce que la neutralisation opère erga omnes ou elle est subordonnée à un préjudice? Et là, on a deux catégories. La première, c'est la clause de tarif automatique. Dès que vous avez un changement, l'investisseur peut brandir la clause de stabilisation sans que l'État puisse lui opposer quoi que ce soit. Et puis vous avez la seconde, qui est plutôt subordonnée à un dommage, qui consiste à dire l'investisseur ne pourra brandir la clause de stabilisation que si et seulement si la nouvelle loi lui cause un dommage. Ce type de clause de stabilisation permet que l'État prenne des nouvelles dispositions et qu'il puisse demander l'application à charge pour l'investisseur de se prévaloir d'un préjudice. Enfin, vous avez les clauses aujourd'hui d'une génération un peu plus récente qui sont dites les clauses de maintien de l'équilibre économique. Dans ces hypothèses, il ne s'agit plus pour l'investisseur d'avoir la prérogative de rendre inopposable les modifications ultérieures, mais au contraire, cela consiste en deux mécanismes. Le premier, c'est celui de l'ajustement qui marche comme une indexation, qui consiste à dire si d'aventure une modification législative intervenait et qu'elle affectait le contrat d'une certaine manière, alors sur la base d'un indice défini dans le contrat, on peut modifier pour un retour au statu quo ante quant à l'équilibre que les parties avaient envisagé sur leur modèle économique à la conclusion du contrat. Et puis, vous avez ce qu'on appelle la clause de prévalence de l'équilibre économique, la clause en vertu de laquelle, lorsqu'un changement survient et qu'il affecte les droits de l'investisseur, les parties doivent renégocier le contrat pour retrouver également l'équilibre économique qu'elles avaient conçu au moment de la conclusion du contrat. Quand on regarde cette typologie, on comprend évidemment que les effets sont divers. Mais avec l'évolution du droit international, la clause de stabilisation pose un certain nombre de problèmes aujourd'hui. Premièrement, en raison de son succès populaire dans les contrats, la question qu'on s'est posée, c'est de savoir est-ce que la clause de stabilisation a un caractère coutumier? Est-ce qu'en l'absence même d'une clause qui la stipule, l'investisseur peut se prévaloir de la stabilisation? De manière assez claire, la jurisprudence arbitrale a répondu par la négative, c'est dans une affaire Crutzi, à l'occasion de laquelle il n'y avait pas de clause de stabilisation, mais l'investisseur l'invoquait comme une attente légitime dont il est en droit de se prévaloir venant de l'État. Le tribunal arbitral ne l'a pas suivi dans cette voie au motif que chaque fois qu'on signe un contrat avec un État, on sait que l'État a un pouvoir législatif, ne pas le stimuler, c'est donc se mettre en position de s'exposer à un lien normatif. Et puis, le second problème, c'est les matières d'ordre public. Par exemple, le droit de l'environnement ou les droits de l'homme aujourd'hui qui constituent des matières qui ont pris une très grande importance dans le droit international. Lorsque la clause de stabilisation est par exemple de gel intégral, est-ce que l'on peut effectivement dire que ces matières sont quand même couvertes? Là-dessus, la question est controversée. Mais je vous donnerai quand même juste un exemple de situation réelle où une société a renoncé. C'est la société BP qui avait un contrat avec trois pays, la Turquie, la Géorgie et l'Azerbaïdjan, pour la construction d'une logique qui partait de Bakou jusqu'à Turquie. Et dans le contrat avec la Turquie, il y avait une clause de stabilisation. Mais une fois que les populations et en interne en Turquie on a eu connaissance du contrat, il y a toute une vague de contestation au point où la société BP a accepté de renoncer au bénéfice de la clause de stabilisation pour les aspects qui concernent le droit de l'environnement, le droit de l'homme et les droits sociaux. C'est dire que le problème reste d'une brûlante actualité et il n'est pas sondé. Et puis le dernier point, le plus discuté aujourd'hui,
c'est lorsque la clause de stabilisation, in fine, au lieu de prévoir réellement le gel, prévoit un mécanisme hybride, c'est-à-dire qu'elle a droit à stabilisation, mais renvoie à une renégociation. La jurisprudence est partagée parce que lorsqu'on considère que c'est une clause de stabilisation, alors l'État ne peut pas se prévaloir de nouvelles lois. Lorsqu'on considère que c'est une clause de renégociation, l'État peut dire à l'investisseur, nous devons renégocier pour arriver à une nouvelle situation. Quoi qu'il en soit, en un mot, et pour respecter le temps que peut-être parti M. Bâtonnier, tout ce qu'on peut dire concernant la clause de stabilisation en conclusion, c'est d'abord des conseils de rédaction. C'est-à-dire que lorsqu'on rédige une clause de stabilisation, il faut que l'État lui-même tienne compte de sa perspective législative, à savoir les traités qu'il signe. Un État qui négocie des traités en matière environnementale, avant de stabiliser, il doit s'assurer. Est-ce stabiliser la question? On le verra dans les réponses. Je vous remercie beaucoup pour l'attention. Je vous avais prévenu qu'on ne pouvait pas avoir meilleur expert. Mon père de l'égard, la forme au fond, il a le respect scrupuleux du temps imparti. Il a fait 14 minutes et 50 secondes. Parlez donc des causes de Hachi. 15 minutes. Merci, M. Bâtonnier. Merci aux organisateurs.